L'idée, c'est qu'aujourd'hui qu'on comprenne qu'on là, c'est à travers le film, mais on pourrait très bien le faire à un niveau économique. C'est-à-dire allier toutes nos ressources pour qu'on puisse changer la donne. Bienvenue dans Succès Made in Femme, le podcast où vous découvrirez des femmes talentueuses, leurs techniques et leurs stratégies de succès. Si vous êtes prête à apprendre leurs secrets vers le succès, prenez un stylo, votre bloc-notes, mettez-vous à l'aise et écoutez Succès Made in Femme. Je suis Claudia Ravo. Nous pouvons commencer. Aujourd'hui, nous recevons Alizée Utérine, fondatrice du magazine Alizée la vie, une Guyanaise pleine de ressources qui vit son rêve américain au cœur de New York. La détermination et la persévérance d'Alizée lui permettent aujourd'hui d'être la vice-présidente médias et des affaires publiques de l'United African Congress des États-Unis, une organisation panafricaine qui œuvre pour la diaspora. Elle crée le magazine Alizée la vie afin d'inspirer, d'éduquer la diaspora sur le dépassement de soi et réaliser ses rêves. Le cœur de son message est que nous devons nous unir et travailler ensemble au sein de la diaspora noire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlons de comment elle est arrivée à collaborer avec les Nations Unies, comment la prière lui permet de se ressourcer, les échecs vécus à New York et les enseignements qu'elle en a retenus et bien plus encore. Bonjour Alizée et bienvenue dans Succès Made in Femme. Bonjour, merci à vous de m'avoir invitée. Alors, tu es membre de l'Association internationale de la presse et photographe du Centre de presse francophone, association qui est accréditée aux Nations Unies et tu es représentante du réseau Outre-mer à New York. Comment s'effectue ta mission de journaliste au sein des Nations Unies? Écoute, c'est, du fait de mon accréditation, donc je couvre des événements sur toute l'année, donc très importants, mais qui mettent en avant, en fait, tout ce qui est, des problématiques, qui se retrouvent un peu partout dans le monde et ces interviews, en tout cas, du moins ces histoires, en tout cas, qui sont rapportées, par mon équipe ou moi-même, donc du coup, on utilise aussi cette plateforme pour pouvoir les publier aussi au travers de mon magazine aussi également. Donc c'est souvent avec, beaucoup, d'émissions permanentes, donc aussi bien, de tout pays, donc aussi bien la France, l'Afrique, tous les continents, sont représentés également. Donc ce qui est intéressant, c'est plutôt la diversité de ce qu'on peut traiter, en fait, des sujets donc avec, les droits de la femme, dans l'égalité entre hommes et femmes, donc toutes ces problématiques que nous connaissons dans la vie de tous les jours, dans la société, qui sont vraiment donc souvent des fois des problèmes qu'on n'a pas encore résolus, mais qui justement donc les Nations Unies, heu, mais justement permet justement de pouvoir avoir des, discussions qui justement à travers nos rapports, qu'on puisse justement partager ça donc avec nos auditeurs, mais aussi par nos lecteurs, mais aussi donc d'autres personnes qui pourraient justement être sensibilisées par toutes ces problématiques, en fait. Mhm. Justement, tu as parlé de l'égalité homme-femme. Tu es également membre du Comité national américain des femmes de l'ONU. Est-ce que l'actualité du mouvement MeToo a modifié comment le travail que vous effectuez au sein du comité a impacté votre travail? Effectivement, il y a eu cette révélation qui a un buzz et donc effectivement qui a été amplifiée. Mais ces problématiques ont toujours existé. Mhm. Donc aujourd'hui, c'est juste qu'il y a on va dire que ça s'est dévoilé au grand jour. Mais ça, c'est des choses qui se passent tous les jours. Donc là, du fait que c'est passé justement à travers de tout Hollywood, donc effectivement aujourd'hui ça a plus d'impact puisque c'est à notre niveau. Mais il faut savoir que ça, c'est des choses que des femmes subissent tous les jours, en fait. Donc ce genre, en fait, quand on a le mouvement MeToo qui a été créé à l'issue de toutes ces révélations, j'ai envie de dire que ça a permis de créer ce mouvement, mais ce mouvement, dans les faits, il a toujours été, en fait. Donc après, effectivement, du fait de la visibilité des médias, donc ça prend plus de proportions. Mais à notre niveau, ça a rien changé puisque c'est un combat de tous les jours et qui, au contraire, avec ce genre de révélation, ça nous permet que justement de nous donner de la force de continuer et de se dire plus jamais, ou en tout cas que ça s'arrête.
Tu l'as mentionné il y a quelques instants, tu parlais de ton magazine, tu es la fondatrice du magazine, Alizée la vie. Quelles ont été les motivations qui t'ont décidé de fonder, ce magazine? Bah, en arrivant aux États-Unis, mon magazine, donc j'ai créé ce magazine à l'issue d'une déception en fait au niveau professionnel, c'est-à-dire que je travaillais déjà en tant que journaliste et aussi donc rédactrice pour alors c'était même pas pour un magazine, mais c'était pour une société média. Et à l'issue je voyais qu'en fait plus j'en donnais et moi j'avais ne serait-ce de reconnaissance de mon travail, on me donnait pas le crédit de ce que je voulais faire. Et j'ai pu aussi voir également qu'il y avait un manque de diversité par rapport à ce qui se passait. C'est-à-dire qu'en étant aux États-Unis, femme des Outre-mer, c'est noir, je me rendais compte aussi qu'il n'y avait pas, comment te dire ça? En fait, il y a toute une plateforme en fait pour tout ce qui est la communauté noire, la diaspora. Mais après, moi, ce que je recherchais, c'était beaucoup plus de la diversité. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de se dire que noir, blanc, mais c'est de se dire que travaillons ensemble, qu'on soit tous sur la même plateforme. Donc, à l'issue de ça, donc j'en ai eu marre, j'ai claqué la porte, et je suis partie. Et un jour, j'étais chez moi, je me suis dit, j'ai envie de créer quelque chose qui pourrait justement donc fédérer autour de valeurs qui sont des valeurs communes, que tout le monde pourrait se retrouver, s'identifier euh, sur une même plateforme. Donc, j'ai décidé donc de créer donc alors c'est pas à la base, c'est pas forcément un magazine, je veux juste lancer une plateforme où je partagerai des histoires inspirantes pour que ça puisse donner en fait de l'espoir aux gens et surtout montrer ce message de dignité. Que la race ou la couleur de peau ne peut d'une certaine manière nous différencier et surtout qu'on puisse comprendre que nous avons des similitudes qu'il faut qu'on puisse euh, se les approprier, mais surtout qu'on puisse se dire qu'on travaille ensemble et vivre ensemble. Donc j'ai nommé donc ce magazine Alizée, la vie, Alizée parce que c'est mon propre prénom, et la vie parce que c'est tout autour en fait de l'histoire inspirante de la vie de tous les jours en fait. C'est pas forcément basé sur du du système de stars, mais des gens qui sont méconnus, qui font des choses formidables et qui ont besoin de visibilité. Et bon, c'est dans ce sens que j'ai créé Alizée la vie magazine. Quel message veux-tu transmettre à travers ce magazine? Ce que je transfère à travers ce magazine, c'est d'apprécier les cultures en fait, et surtout d'apprécier que nos différences sont pas forcément dans quelque chose qui nous empêche de pouvoir s'entendre, mais qu'il faut pouvoir justement s'en inspirer et de se dire que ensemble on peut faire des choses. Mais c'est important de pouvoir connaître l'autre. J'ai une citation que j'adore en fait de Rabelais qui dit que la moitié du monde ne connaît pas l'autre partie du monde parce qu'on se connaît pas finalement. Mais c'est à nous de susciter l'intérêt, c'est à nous de pouvoir créer cette envie de connaître l'autre. Aujourd'hui, malgré qu'on ait toutes les plateformes, que ce soit les réseaux sociaux, aujourd'hui, on n'a plus ce contact en fait avec les gens. De plus en plus, ça a tendance à je dirais, déshumaniser, puisque maintenant tout est virtuel. Il n'y a plus cette connexion de savoir qui est l'autre en fait. Tout est lié sur l'apparence. Aujourd'hui, on doit miser sur combien de likes que tu as. Tout, c'est l'image. Mais le sens profond même des valeurs, de savoir comment telle personne a réussi. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire que comme et je salue justement votre plateforme parce que aujourd'hui, tant de personnes font de belles choses, notamment aussi nos femmes d'outre-mer, mais elles n'ont pas forcément la visibilité. Mais vous allez me dire aussi, bien sûr, qu'il y a tous les réseaux sociaux. Mais après, l'accès, il est accessible pour tous. Mais après, c'est comment on véhicule cette image. Donc, à travers mon magazine, j'ai voulu vraiment donner un message fort et surtout que ce magazine puisse être, je dirais pas universel, mais international, mais multiculturel. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que je suis Alizée et que je suis guyanaise, qu'il s'agit d'avoir que des gens de la Guyane ou même des Antilles, mais d'avoir des gens de tout domaine confondu. Comme ça, on s'en inspire. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où tout le temps vers la globalisation. Et c'est important de se dire que ne serait-ce que de s'intéresser à ce qui se passe ailleurs et de se dire que si elle l'a fait, moi je peux le faire aussi. Il ne s'agit pas d'où on vient, mais c'est vraiment en fonction de les moyens qu'on se donne et quels sont les objectifs qu'on s'est fixés. Donc c'est vraiment pour moi ma vision des choses. Donc ce magazine, le message, c'est vraiment de pouvoir apprécier
la culture des autres, mais de s'en inspirer pour pouvoir justement se dire que si ça se fait ailleurs, nous aussi, on peut aussi s'en inspirer et que à la fin, il s'agit qu'on soit tous fédérateurs des mêmes valeurs. Alors, tu es aussi présidente média des affaires publiques de l'United African Congress des États-Unis, qui est une organisation panafricaine. Comment es-tu arrivée à établir cette connexion? Du fait de tout mon travail que je fais au sein de la communauté, de la diaspora, donc du fait, dans un premier temps, que je suis journaliste, mais je suis toujours sur le terrain, c'est vrai que mon travail se voit, donc c'est aussi c'est un impact. Donc je suis très impliquée dans la communauté donc afro-américaine. Donc à l'issue de mon travail, donc j'ai aussi le président de cette association, United African Congress, qui m'a demandé qu'il souhaitait avoir justement donc quelqu'un qui soit aussi leader, parce que donc, en moi, il voyait ce côté de leadership et que surtout d'être toujours là pour pouvoir défendre les causes communes, mais aussi de pouvoir les reporter. Et ils estimaient qu'en tout cas, je le faisais très bien. Et surtout que c'était aussi d'utiliser mes compétences, mais aussi pour moi de pouvoir aussi être parmi des gens d'influence en fait, parce que c'est pas United African Congress est aussi donc une organisation qui s'investit énormément dans la diaspora et surtout pour tous les problèmes qui sont liés à que ce soit l'immigration, que ce soit au niveau justice. Donc c'est vrai que c'est en tout cas pour moi, je suis très honorée en tout cas d'être la vice-présidente, mais j'apprends beaucoup. Et Mmh. aussi, il faut savoir aussi que je suis la seule ultramarine, de surcroît française, mais d'origine d'outre-mer. Mmh. Donc tout le reste, ce sont soit des Afro-Américains, soit c'est des personnes du continent africain. Mais vraiment, donc c'est vrai que pour moi, c'est une fierté aussi, puisque d'être à la tête en fait d'une organisation prestigieuse, ça prouve aussi non seulement mes compétences sont reconnues, mais qu'en plus qu'on me fait confiance et qu'au-delà de ça, donc on change la vie des gens. Donc dans ce sens-là, c'est vrai que pour moi, c'est très valorisant, mais aussi j'apprends beaucoup aussi. Alors, tu travailles depuis août 2018 comme la manager médias et relations publiques de l'ancienne première ministre des Bahamas, Cynthia Mother Pratt. Comment t'organises-tu pour tout mener de front? Ah là là, c'est très difficile, hein. C'est pas évident, donc c'est toute une logistique, hein. Donc entre les déplacements, entre le travail qui doit être délivré en temps et en heure. Donc je dirais beaucoup de sacrifices, mais pas vraiment de vie personnelle. Donc je veux dire, c'est 24 sur 24 pratiquement, hein, je peux le dire, hein. Donc j'ai très peu de temps pour moi. Donc mais l'objectif, c'est de me dire que c'est un moment à passer et qu'à l'issue de ça, donc dès lors que j'aurai atteint mes objectifs, et ben, je pourrai prendre plus de temps pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, de fatigue, aussi de doute, hein, parce que pour tout ça, c'est une question aussi de discipline et de constance, qui n'est pas forcément évident tous les jours, même si on se donne des deadlines, on se donne aussi des règles très précises à pouvoir appliquer. Mais j'avoue qu'il y a des moments, donc c'est pas évident. Et c'est aussi ça le challenge quand on est entrepreneur. Je veux dire, on est toujours en fait en mode d'action. Et je pense que la difficulté, c'est de trouver un équilibre entre sa vie, en tout cas prendre le temps de vivre, pas juste travailler pour vivre en fait. Et Mmh. c'est ça, des fois, j'ai un petit peu de mal parce que bon, je dirais que pour arriver à de tels résultats, en tout cas de continuer comme ça, c'est aussi un travail sans relâche en fait. Donc c'est un choix de vie que j'assume amplement. Maintenant, pour moi, il s'agit surtout de pouvoir bien trouver aussi du temps pour moi parce que c'est important de le partager aussi, de prendre du temps pour soi. Parce que Justement, quelles sont tes habitudes quand tu prends du temps pour toi? eh ben écoute, j'essaie d'aller au sport, tant bien Mmh. que mal, parce que c'est important, ne serait-ce que de se maintenir en forme. Et aussi même par rapport à ce que je fais, parce que bon, c'est aussi l'image et je suis aussi le reflet de ma marque, hein, donc c'est important que quand je sors, que je puisse être en bonne forme, hein. Après, j'essaie de me prendre un petit peu de temps pour passer aussi avec des amis, ce qui est pas forcément évident. Après, je peux pas dire les voyages, parce que les voyages, ça reste toujours dans un cadre professionnel, même si on peut allier le plaisir au travail. Mais non, j'essaie vraiment, je pense que c'est vraiment au niveau du sport, d'essayer maintenir un équilibre de vie avec des règles toutes simples. Donc, alors si je vais pas à la salle de sport, mais en tout cas de travailler, de faire un petit peu de sport le matin à la maison,
Voilà. Et aussi, je suis quelqu'un de très spirituel. Donc, la prière aussi fait partie aussi de beaucoup de mon quotidien. Donc, et ça me donne aussi donc la force de continuer. Ça te permet de te ressourcer. Oui, tout à fait. Alors, tu es guyanaise, tu vis aux États-Unis, tu as collaboré avec Haïti, maintenant Bahamas, le continent africain. Quel est le point commun de l'entrepreneuriat féminin dans ces différents pays? Non, le point commun. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas surtout dans ces pays-là, en l'occurrence, hein, autant aux États-Unis, l'entrepreneuriat est quelque chose, en tout cas, de très tendance et beaucoup plus développé. Alors le point commun, je pense que entre tous ces pays, c'est que nous, on est en voie de développement. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui se développe de plus en plus. Aux États-Unis, on est loin devant, hein, donc la perception est différente et parce que justement, nous n'avons pas été éduqués comme ça dans tout un temps, notamment dans les outre-mer, parce que je parle en étant guyanaise. C'était bien d'avoir un travail dans la fonction publique. Donc, c'était un synonyme de réussite. Donc, aujourd'hui, de parler de devenir entrepreneur, c'est quelque chose, c'était limite, mais qu'est-ce que ça n'avait pas de sens en fait. Alors qu'aujourd'hui, et là, je peux voir aussi même en Guyane, hein, c'est pas assez développé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, donc l'entrepreneuriat féminin, on a toute notre place, alors que ce soit de l'Afrique ou et que justement aujourd'hui, on doit continuer dans cette voie et donner l'envie à devenir entrepreneur. Parce que c'est pas forcément quelque chose d'évident et changer les mentalités, de se dire que vive l'entrepreneuriat, mais aussi donc attention, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Attention, hein. Je veux dire que être entrepreneur, c'est savoir prendre des risques, faut être prêt aussi, et aussi être prêt pour les sacrifices. C'est-à-dire que renoncer aussi à son confort. Donc aujourd'hui, je pense que les femmes, donc en tout cas entrepreneurs aujourd'hui, mesurent toute la dimension. Par contre, dans que ce soit les Antilles, l'Afrique, c'est encore un travail à faire. Mais fort heureusement, nous avons des femmes aujourd'hui qui ressortent et qui permettent justement d'inspirer d'autres. Donc, je pense que d'ici quelques années, ça va encore plus exploser. Mais j'aimerais quand même, malgré tout, qu'il y ait quand même plus de femmes entrepreneurs, que ça se développe davantage. Même si c'est le cas, mais je trouve pas assez vite, en tout cas par rapport à, je vois, dans le système anglophone, tout simplement. Tu collabores avec différents pays. Est-ce que c'est important pour toi de maintenir cette connexion entre les régions de la Caraïbe, les États-Unis et le continent africain? Oui, oui, c'est important parce qu'après tout, c'est la diaspora. Et moi, ce que je mets en avant, c'est de travailler ensemble. Ensemble, on est plus fort. Donc ça, et je pense que une fois qu'on aura compris ça, que parce que souvent entre l'Afrique et la Caraïbe, on a tendance à avoir ces différences, mais différences de quoi? Des fois, on ne s'entend pas pour des questions parce qu'on n'est pas. Alors certains vont vous dire, oh, je suis pas africaine, je suis pas antillaise, peu importe. À la fin, nous sommes tous black, nous sommes une communauté, donc c'est ce qu'on appelle la diaspora. Donc c'est ensemble qu'on doit faire changer les choses. Donc moi, il s'agit vraiment de pouvoir créer en fait cette synergie entre nous et de montrer l'exemple. C'est-à-dire que c'est parce que je ne suis pas née dans le continent africain que je ne me sens pas aussi concernée par ce qui se passe en Afrique. Je me suis aussi bien africaine. Donc le fait de ne pas être née dans tel continent ou la Caraïbe ou peu importe, ne veut pas dire que on ne sont pas concernés. Moi, c'est important, mon message est très clair. Aujourd'hui, par rapport à ce que je fais, c'est important de dire que ce que je vais faire pour la Guyane, je vais faire pour la Martinique. Je vais le faire en tout cas pour le continent africain, je n'aurai aucun problème. Parce que à la fin, il s'agit d'avoir des résultats et qu'on avance. Et aujourd'hui, ce que je dirais, ce qui est un peu malheureux, on a trop tendance à avoir ces problèmes. Alors, je parle même pas de culture, c'est d'identité. En renonçant que l'autre, parce qu'on n'appartient pas, ou on n'est pas né, et je trouve ça aujourd'hui que il y a plus aujourd'hui, c'est de montrer justement qu'on veut évoluer dans un monde uni. Alors, ça peut paraître utopique, mais je ne pense pas. Vous voyez, quand je vois le film Black Panther, qui est un blockbuster, c'est un film qui a un des meilleurs films et qui a gagné je sais pas combien d'argent. Mais Tout quand on à fait. regarde on fait l'analyse, pourquoi il a réussi? Parce que tout le monde s'est identifié, des acteurs de toute représentation, aussi dans la Caraïbe, que ce soit l'Amérique, l'Afrique, parce que pour une fois, tout le monde s'identifie à toutes ces personnes. Tout était en fait de la diaspora, que ce soit du casting, que ce soit la production. Et c'est un des meilleurs films qui a marché le plus. Bah, en fait, ils ont même précisé que tous les pays asiatiques, Corée, d'ailleurs, c'est là où ils ont fait les meilleures entrées, hein, pour dire Voilà, à quel point il y a eu une identification
au film. Exactement. Mais le message, c'est de justement, et j'espère que les gens comprendront ça, que on va dire c'était du 100% black. Mhm. Donc, ça veut dire que si nous tous, peu importe qu'on soit d'Afrique, qu'on soit de la Caraïbe, mettions tous un peu d'effort à travailler ensemble, et on soulèvera des montagnes. Et c'est ça le message. Et là, parce c'était une force unie, je veux dire que toutes les représentations étaient là. Donc, il ne s'agit pas de se dire oui, c'est la Caraïbe, tout ça, mais à la fin, le résultat ils étaient présents. Et l'engouement était partout dans le monde entier. Mm. Donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, qu'on comprenne là, c'est à travers le film, et on pourrait très bien le faire à un niveau économique. C'est-à-dire allier toutes nos ressources pour qu'on puisse changer la donne. Exact. Aujourd'hui, quand on parle alors de cinéma, il n'y a pas comment ça s'appelle, de maison de production, on va dire black, possédée par des producteurs black. Donc, tout ça, ça fait réfléchir. Donc, moi, en tout cas, mon combat est loin d'être entre militante, mais moi, ma passion, c'est de faire comprendre qu'il s'agit qu'on soit ensemble, on travaille ensemble. Donc, bien sûr, quand je représente l'United African Congress, ça donne plus l'impression que c'est l'Afrique. Mais quel honneur est, pour moi de pouvoir être au sein de cette association et surtout de promouvoir pour la diaspora, non pas en tant que guyanaise. Et ça, c'est vraiment important que les gens, quand j'entends, j'étais l'organisatrice d'un Youth Entrepreneurship US Africa. Et quand on m'avait demandé, sollicité de pouvoir contacter justement au niveau des Outre-mer. Et j'ai entendu alors des réactions me disant que oui, mais en même temps, ils ne se sentent pas concernés parce que c'est US Africa. Et moi, je me dis, aujourd'hui, comment peut-on, en tout cas, encore parler, même si alors, le mot US Africa, mais il s'agit de la diaspora. Donc, on ne peut pas se dire que oui, que je ne fais pas partie de l'Afrique. Mais bon, c'est un sujet, c'est un débat. En tout cas, moi, il ne s'agit pas en tout cas, à travers mes actions, je veux que les gens le ressentent. Aujourd'hui, je travaille aussi avec des Chinois, des Africains, des Caribéens, des Américains. Je n'ai aucun problème. Et c'est ce Mhm. message-là que je veux passer. Mm. Que, justement, en travaillant ensemble, on peut faire changer les choses. Il n'y a pas de miracle. En tout cas, moi, je considère, en tout cas, j'ai pu rester aux États-Unis comme j'ai pu le faire. J'ai su me dissocier, me distinguer par rapport à plein d'autres. Donc, et pas non, pas par question d'argent, mais par rapport à mes actions qu'on fait écho. Je veux dire, ça fait 10 ans que je suis aux États-Unis. Ça fait que 5 ans que sur mon magazine, j'ai je sais pas combien de récompenses. Alors, pas forcément qu'aux États-Unis, à Londres, au Canada. Le Canada m'a été même plus marquant pour moi parce que ça a été, j'ai eu un prix qui me disait, mère, ils m'ont donné un award pour la défense et la cause des Noirs. Je m'identifiais pas comme ça. Mais juste, vous voyez comment l'interprétation, comment les gens vous voient. Pourtant, j'étais au Canada, que les gens voient. Mais en même temps, j'ai ce retour. Et je travaille aussi avec des Chinois qui adorent le fait que quand ils ont des événements, je suis là. J'aurais pu très bien dire que ça m'intéresse pas. Et donc, moi, c'est important de montrer que tout ce que je fais, c'est de la diversité et que Mhm. j'apprends des autres. Et c'est important aussi que je puisse le repartager avec les autres. Voilà. À travers ton parcours et toutes tes expériences, quelle a été la plus grande leçon vers la réussite que tu as apprise? Alors, je dirais, c'est aux États-Unis, tout simplement. Quand j'ai eu je dirais, un premier prix que j'ai eu, donc aux Nations Unies. Donc, c'était mon tout premier en 2014. Je ne le verrai jamais, en fait. Donc, effectivement, j'ai été nominée, mais j'ai reçu ce prix d'excellence, surtout qui était appelé Changemaker, World Changemaker. Et quand je me suis regardée, je me suis vue, et là, ça faisait pas très longtemps, j'avais à peine commencé le magazine en 2013. Et alors, on m'a pas récompensé que pour mon magazine. On m'a récompensé du fait de mon parcours, mais surtout d'avoir été capable de pouvoir fédérer autant de cultures sur un même produit. Et quand je me suis retrouvée avec des gens d'un certain niveau, des, des- des- des journalistes très connus aux États-Unis, des diplomates, il faut savoir que quand même, je suis arrivée avec ma petite valise aux États-Unis. Et je ne connaissais personne, j'avais pas d'amis. Et je savais pas ce qui m'attendait. Et qu'après que mon rêve, c'était au départ de travailler pour les Nations Unies, dans les ressources humaines. C'est pas fait. Aujourd'hui, je travaille avec les Nations Unies. Et je dirais, les Nations Unies, c'est pratiquement ma maison aujourd'hui. Et ce qui m'a vraiment touchée, c'est de me dire, je me suis regardée, je me dis merci Seigneur. Et le message a été très clair. Peu importe d'où l'on vient, peu importe sa couleur, peu importe son origine, quand vous donnez les moyens, et vous croyez en vous, tout est possible. Et moi, mon cas, alors, je dis pas que je suis un exemple, mais en tout cas,
je pense que par rapport à mon parcours, partir de rien, arriver au niveau que je suis là, pour moi, je dirais pas l'impossible est devenu possible, mais des fois, je me regarde, des fois, j'ai un petit peu les larmes aux yeux parce que quand je regarde, même quand je travaille, même sur mon magazine, quand je vois tous les sacrifices, je me suis faite toute seule ici dans ce pays. Et les Mhm. États-Unis, autant ça fait rêver, mais ça peut être aussi un cauchemar. Mhm. J'ai connu les deux aux États-Unis. Hein. Qu'est-ce que ces expériences ont révélé chez toi que tu ne soupçonnais pas? La force, le courage, la persévérance. Mes échecs ont été mes meilleurs atouts. Mhm. J'en ai vraiment, comme je dis, j'ai vraiment mangé de mon pain. Des choses que j'avais jamais vécues en France ou même en Guyane. Et ça m'a rendue plus forte. Ça m'a aussi fait grandir, ça m'a rendue moins naïve. Faut savoir quand on arrive aux États-Unis, bon, au-delà de oui, les États-Unis c'est beau et c'est ça, mais aux États-Unis on ne fait pas de cadeaux. On ne vous attend pas. C'est-à-dire que là, c'est du travail non-stop. Mes premières années, ça a été plus de travailler plus de 60 heures par semaine et aller à l'école tous les week-ends pendant 2 ans non-stop. J'en pleurais. Et c'était très très dur. Et oui, ça m'a permis de grandir, mais aussi je dirais pas changer ma mentalité, parce que je pense que je suis restée la même. Ça m'a endurci. Parce qu'aux États-Unis, ce qui est bien aussi, c'est la meilleure école de vie. En tout cas, je parle pour New York, c'était une école de vie pour moi. Tout ce que j'ai appris là-bas, c'est parce que j'ai appris à l'école. Pourtant, j'étais très bonne étudiante, j'ai des très bons diplômes, mais pour moi, ça a été ma meilleure école de vie. Après, ça ne veut pas dire que ce que j'ai appris à l'école en les études, ça ne m'a pas apporté. Mais au contraire, c'est très bénéfique parce que ça me sert aujourd'hui. Mais en termes d'expérience, d'apprentissage de vie, ça a été le meilleur. New York, quand vous arrivez là, vous débarquez, vous devez vous adapter. Et le temps, on ne vous attend pas. Euh, après, tant pis pour vous, ne savez pas parler anglais, vous ne savez pas vous adapter, on ne fera pas de distinction. C'est-à-dire, si on est là pour vous arnaquer, on vous arnaquera. Donc, j'ai tout connu à New York. Autant c'est une ville que j'adore, mais c'est une ville qui m'a fait beaucoup souffrir. Mais aujourd'hui, je dis merci. Et il y a un proverbe qui dit aux États-Unis, et surtout, quand vous avez réussi à New York, vous pouvez réussir partout. Et ça, je confirme, parce que New York, c'est très, très, très dur. Et j'ai envie de dire qu'après, quand vous sortez de là, vous vous rendez compte que vous faites partie aussi des gagnants. Parce que là-bas, il n'y a pas d'option. Tu ne peux pas perdre. Donc, il faut. Alors, même si tu restes sans rien, tu te bats du jour, tu travailles non-stop, il faut que tu arrives. Et la concurrence est rude. Ce que tu fais toi, moi, je suis un magazine, oui. Et tout le monde peut faire des magazines aujourd'hui. Mais après, c'est la difficulté, c'est de pouvoir perdurer. Et La surtout persévérance. la persévérance. Donc ça, je pense que New York m'a beaucoup apporté dans ce sens-là. Parce que ça m'a forgé le caractère. Il y a 10 ans, j'étais pas comme ça, en fait. J'étais Mhm. arrivée tout un peu, je dire oui, ben, New York m'attendait peut-être. Mais, non, mais les expériences. Et j'ai aussi, je suis plus philosophe maintenant. Je prends les choses moins à cœur. Et, mais je suis aussi très, très dure aussi parce que on m'a pas fait de cadeau non plus. Donc, mais ça, j'essaie de retransmettre ça à nos jeunes quand ils viennent en stage, de leur dire que bah, vous avez la chance d'avoir une personne comme moi qui vous aide, qui vous guide. Moi, j'ai pas eu cette chance. Donc ça, savourez ça, mais surtout prenez conscience que quand vous avez des gens qui sont là pour pouvoir vous retransmettre, pour vous aider, c'est pas donné à tout le monde. Eh ben, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de notre interview. Nous allons aborder maintenant les questions brûlantes. Il s'agit pour toi de répondre à la première chose qui te vient à l'esprit à chaque question. Ok. Quand tu entends le mot succès, quelle femme te vient à l'esprit et pourquoi? Michelle Obama. Michelle Obama, parce que, alors, j'en ai deux. On peut dire deux. Michelle Obama et Oprah Winfrey. Alors, Mhm. je dirais en première place Oprah Winfrey parce qu'elle s'est fait toute seule. Le succès lui est venu tard. Et aujourd'hui, c'est une femme au-delà du succès qui inspire et qui n'inspire pas juste aux États-Unis, qui inspire partout dans le monde. Mhm. C'est vraiment mon référence. Michelle Obama, parce qu'effectivement, elle inclut que le succès. Elle ne vient pas d'une famille riche. Elle s'est faite toute seule aussi. Et ça a été quand même la first lady. Et aujourd'hui, pareil, donc, ce sont des femmes très inspirantes et qui inspirent le succès, en fait. Ça devient contagieux. Si tu devais écrire un livre sur les femmes et le succès, quel en serait le titre? Peut-être la force et persévérance des femmes. Quelle citation guide ta vie? Vis ta vie comme si c'était le dernier jour.
Merci beaucoup, Alizée, d'avoir passé ce moment avec nous. Comment les auditrices de Succès Made in Femme peuvent rester en contact avec toi? Bah, tout simplement donc par les réseaux sociaux, donc Alizée la vie, sur Facebook. Alors aussi également donc on peut aussi me contacter sur la page du magazine, Alizée la vie magazine. Aussi tout ce qui est Instagram, Alizée la vie et aussi par email, alizeelavie@gmail.com. Voilà, donc je pense que c'est l'ensemble de tous les réseaux. Je suis quand même assez accessible, donc je réponds assez souvent donc à mes emails. Des fois un petit peu de retard, mais je réponds tout le temps. Mmh. Eh ben, merci beaucoup, Alizée, et nous te souhaitons une très bonne continuation au sein de la diaspora. Merci beaucoup. J'espère que ça plaira à vos auditrices. Merci d'avoir écouté un nouvel épisode de Succès Made in Femme. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, visitez le site web succèsmadeinfemme.com. Et si vous souhaitez rester connecté à l'actualité de Succès Made in Femme, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Rejoignez également la communauté Facebook de Succès Made in Femme pour des stratégies et des astuces exclusives.